Et à présent, nous allons nous intéresser à un matériau qui a de l'avenir, le bois, matériau d'hier et de demain. C'est une présentation de Bruno Clerc, qui est biophysicien. C'est à vous, je vous demande de l'accueillir. Merci. Ouais. Bonsoir à tous. Voilà, l'idée c'est de vous parler du bois, l'idée c'est de vous parler de ce matériau qu'on connaît bien, ce matériau d'hier, et puis c'est de discuter avec vous, de voir jusqu'à quel point c'est pas aussi le matériau de demain. Moi je suis ingénieur, c'est-à-dire que je m'intéresse à des problèmes d'ingénierie, je suis mécanicien, biophysicien. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait quand il essaye d'améliorer un système? Il prend son temps, il va essayer d'améliorer le truc. Il a un concept, il va prendre le temps d'améliorer le système et pour trouver une solution optimale. Et la nature, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris des millions d'années pour optimiser le matériau. Le matériau qui constitue l'arbre. L'arbre, les premières formes arborescentes, on les trouve il y a quelques centaines de millions d'années. Il y a 385 millions d'années, on a les premiers arbres. Et depuis 385 millions d'années, les arbres évoluent et améliorent ce matériau qui va soutenir l'arbre, le matériau bois. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les arbres, c'est les plus grandes structures et celles qui vivent le plus longtemps de tout le règne du vivant, grâce à ce matériau particulier, le bois. Au point que ce système il marche tellement bien que quand on regarde la biomasse qu'il y a sur la planète, le bois, donc là, ici, vous avez les hommes, la biomasse humaine. Ça, c'est l'ensemble des plantes. Et parmi les plantes, le bois, c'est plus de la moitié. Ce qui fait qu'on arrive à une biomasse totale sur la planète qui est essentiellement composée du matériau bois. Et je ne parle que du bois dans l'arbre. Hein, je ne parle pas du bois qui nous entoure dans nos usages. Alors, on va refaire un petit peu, essayer de comprendre comment ça marche un arbre. Donc là, je reprends un petit peu des bases. Hein. Le bois, il est fabriqué comment? En gros, un arbre, c'est un système racinaire qui permet à la fois l'ancrage et de récupérer de l'eau et des matières minérales. Et puis, à l'extrémité, un feuillage dans lequel va se faire la photosynthèse. Cette photosynthèse, c'est elle qui va transformer et la lumière et les nutriments et l'oxygène pour fabriquer ce matériau grâce à la consommation de CO2. Et puis entre les deux, donc, on a le bois qui constitue et qui répond à plusieurs fonctions, à la fois de la tuyauterie pour monter l'eau, à la fois du soutien mécanique et puis des fonctions de stockage. Le bois, il se fabrique dans une fine couche de cellules mères qui produisent des cellules filles de part et d'autre. Et cette fine couche, elle se situe entre l'écorce et le bois. Et les cellules vont mettre quelques jours à atteindre leur taille définitive. Et en gros, au bout de quelques dizaines de jours, on va avoir les cellules qui vont être fonctionnelles, mais qui vont être des cellules mortes d'un point de vue biologique. C'est-à-dire qu'on va perdre le noyau, le cytoplasme. Et là, la cellule va devenir fonctionnelle. Donc le bois, il va commencer à partir d'ici. Pendant toute cette phase-là, il va y avoir des fonctions mécaniques et les cellules vont se différencier. Et puis, il y a une deuxième phase qui arrive beaucoup plus tard, en général plusieurs années plus tard, c'est ce qu'on appelle la duraminisation. On est loin, on est plusieurs cernes après la formation du bois, donc on est déjà plusieurs années après. Et il reste quelques cellules qui restent vivantes, qui vont permettre de fabriquer des nouvelles substances, ces substances qui vont protéger le bois pour qu'il devienne durable, pour lui donner une longue durabilité. Alors le bois, quand on regarde un petit peu plus finement au microscope, on a différents types de cellules pour remplir ces trois fonctions. Un système vasculaire, et là vous voyez que les résineux et les feuillus, ils ont deux stratégies différentes. Chez les feuillus, on a un système vasculaire, c'est-à-dire la tuyauterie qui est fait avec des cellules qui sont spécifiquement dédiées à ça. Alors que chez les résineux, finalement, c'est juste une transformation de certaines cellules qui vont avoir une canalisation plus large avec une paroi plus fine. Et puis, en fin de saison, quand il y aura moins de besoins d'hydraulique et plus de besoins mécaniques, on va avoir une paroi avec un trou plus petit et une paroi plus épaisse pour faire du soutien mécanique. Alors que chez les feuillus, on est sur un type de fibre particulier, les fibres pour le soutien mécanique. Les fonctions de stockage, c'est celles qui vont, entre autres, permettre plus tard dans la vie de l'arbre de fabriquer des nouvelles cellules, de fabriquer ces transformations chimiques pour protéger le bois et le rendre durable. Alors le bois, c'est donc... Finalement, quand on regarde tous ces imbriquements d'échelle, c'est un matériau composite, multicouche. Je ne vais pas prendre le temps de tout vous détailler, mais si on regarde à l'échelle moléculaire, la cellulose, c'est des molécules qui sont tellement bien organisées qu'elles sont cristallines. Cristallines, comme vous le connaissez dans les minéraux. C'est-à-dire que la cellulose, c'est quelque chose d'extrêmement rigide,
Et c'est ça qui va faire toutes les propriétés du bois. Ces microfibrilles rigides, elles sont dans un composite enrobé d'une matrice de lignine. Ça va composer des couches avec des orientations particulières qui vont former la paroi. Cette paroi s'organise en cellules qui vont former un nid d'abeilles, puis le composite à l'échelle des cernes, où on a des alternances de bois tendre au printemps, parce qu'on a surtout des besoins de conduction, et de bois plus rigides à la fin de l'été avant l'hiver, parce qu'on va avoir surtout des questions mécaniques. Ce qui fait que le bois va combiner ces deux effets, à la fois d'être un matériau léger et résistant mécaniquement. Ça a inspiré beaucoup d'autres matériaux qu'on connaît aujourd'hui, mais je ne prendrai pas le temps de vous les détailler tout de suite. Alors, je vous ai parlé du bois jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vraiment le bois ou est-ce qu'on devrait plutôt dire les bois? On a 60 000 espèces d'arbres dans le monde. Juste en forêt française, quand on comprend l'Amazonie de la Guyane française, on est autour de 2000 espèces en forêt française, un peu moins de 150 en forêt hexagonale. Donc quand on dit le bois, finalement, c'est pas vrai. On est face à une gamme de matériaux extrêmement large, avec des densités qui vont de l'ordre de 0,1 g par centimètre cube pour le balsa, jusqu'à plus de 1,3. Donc on est supérieur à des facteurs 10. Alors si on a une palette de propriétés, ça va faire une palette d'usage. Donc la fonction première du bois, elle a été fabriquée dans l'arbre pour des questions de structure. Donc évidemment, on veut le retrouver en tant qu'utilisateur sur des aspects de structure. Et donc c'est tout ce que vous connaissez en génie civil, en construction, etc. Ce bois, donc en structure, on va le retrouver sur des pièces beaucoup plus techniques. Dans l'ameublement jusqu'à des produits de lutherie, on va chercher des propriétés assez exceptionnelles qu'on ne retrouve pas dans d'autres matériaux. Et puis, voilà, je voulais vous rajouter un petit élément sur le feu, parce qu'on nous dit oui, mais le bois, ça brûle. Alors attention, le bois, ça brûle, mais ça brûle lentement. Et le problème qu'on a dans la construction, c'est pas que ça ne brûle pas. Finalement, tout bâtiment peut finir par brûler. C'est juste qu'on ait le temps d'évacuer les personnes avant que la structure s'effondre. Et une grande propriété du matériau bois, et c'est pour ça qu'il est préconisé par les services des pompiers dans la construction, c'est qu'il laisse le temps de faire évacuer les structures. On voit une structure métal, elle va tout de suite se déformer et rompre. Une structure béton, c'est pire, les fers qui sont dans le béton, avec la dilatation, avec la chaleur, vont faire exploser la structure. Le bois, finalement, laisse le temps d'évacuer, même si à la fin, éventuellement, il ne restera plus grand-chose. Les métabolites secondaires, c'est-à-dire ces systèmes qui vont rendre le bois durable, font qu'à la fois, on est sur un matériau biodégradable, avec tous les avantages que ça comporte, à la fois, on sait que quand il est bien utilisé, il peut être extrêmement durable. Là, j'ai mis quelques exemples. Vous avez les pilotis de Venise qui sont sous l'eau depuis plusieurs siècles et qui sont toujours là. Et les conditions marines, on sait que ces conditions qui ne sont pas forcément toujours simples. Vous avez la charpente de Notre-Dame. Alors, on est tous tristes qu'elle soit partie, mais elle a quand même tenu 600 ans. Combien d'autres exemples de structures on a qui ont tenu autant de siècles? Et puis d'autres exemples là, que vous voyez, notamment au Japon, on a des temples qui ont plus de 1000 ans. Alors le bois, il a après d'autres propriétés qui n'ont rien à voir avec ses fonctions initiales dans l'arbre, mais par exemple, c'est un matériau hygroscopique. Hygroscopique, ça veut dire que c'est un très bon régulateur climatique parce qu'il a la capacité d'absorber et de désorber de l'eau en fonction du climat extérieur. Et donc, ça va être un très bon régulateur climatique. Je l'ai illustré pour l'habitat de l'homme. Je l'ai illustré aussi pour l'habitat de l'abeille parce que c'est des études qu'on a ces temps-ci au laboratoire. On s'intéresse à cette relation qu'il y a entre la ruche et la colonie qui vit dedans. Ce régulateur climatique, il est aussi très intéressant pour l'emballage. Quand on va arroser les salades avant de les transporter en camion, eh bien, pendant toute la durée du transport, le bois va relarguer de l'eau et générer de la fraîcheur pour les produits qui sont dedans. Alors ça, c'est des exemples que vous connaissez bien, je ne vais pas beaucoup les commenter. Le bois, il a aussi des propriétés gustatives pour la vinification, pour l'affinage. Il a des intérêts de plus en plus qu'on commence à revenir vers le bois pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Je suis revenu sur les bioalimentaires. Là, pendant quelques années, on nous a préconisé de prendre du plastique et puis de manger des tranches de plastique en même temps que nos produits. Ça, on y revient complètement. Maintenant, il commence même à y avoir des programmes de recherche pour dire que le bois doit être réhabilité en milieu hospitalier parce qu'il a des propriétés non seulement antibactériennes, antifongiques, mais en plus, d'un point de vue psychologique, etc., c'est un accompagnement qui est intéressant pour les patients. Je ne citerai pas tous les usages. Là, j'ai mis les propriétés olfactives, cosmétiques, tintoriales. On sait qu'on a un certain nombre de propriétés comme ça. C'est enfin un matériau qu'on peut recycler. C'est-à-dire, une fois un produit en fin de vie,
sur du matériau massif, on va pouvoir ensuite le déchiqueter en petites particules et réutiliser ce matériau. Vous connaissez tous les panneaux composites qu'on utilise en structure. On en fait de plus en plus des isolants. Je voulais quand même citer le papier que j'ai mis ici parce qu'il était aussi recyclable et que c'est quand même un matériau qu'on utilise énormément, qui est issu du matériau bois. Et enfin, le dernier usage que je voulais citer, même si je n'ai pas pu tout citer, c'est l'énergie. Au niveau mondial, c'est la première source d'énergie pour l'alimentation et pour le chauffage dans la plupart des pays du monde. Et puis même en France, c'est la première source d'énergie renouvelable, loin, loin, loin devant l'éolienne, le solaire ou l'hydroélectricité. Voilà, donc c'était ces premiers mots pour vous parler de ce matériau qui est à la fois recyclable, biodégradable, qu'on peut produire localement. J'en ai pas parlé, je ne peux pas tout parler. Et puis il participe au stockage du CO2, et ça, je voulais prendre 5 minutes pour reparler un petit peu de ça. Le stockage du CO2, vous avez entendu tous parler du problème du réchauffement climatique, du problème de cette couche des gaz qu'on dit à effet de serre qui vient modifier le climat. Et donc, je me suis permis de faire un petit rappel parce que finalement, je me rends compte que des fois, ce n'est pas toujours très clair dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, le carbone, il existe sous différentes formes. On en a beaucoup dans les océans, soit sous forme sédimentaire, soit en solubilité dans l'eau. On en a sous forme de charbon, de pétrole et de gaz en souterrain. On a le carbone atmosphérique, le CO2, alors, qui, quand il est dans des quantités raisonnables, ne pose pas de problème, mais qui, quand il devient en excès, pose des problèmes de réchauffement. Et puis, il y a le carbone terrestre, que j'ai mis comme ça, mais en disant bien que c'est un système qui est à l'équilibre. Quand je dis à l'équilibre, c'est que des fois, on nous dit l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. En fait, ce n'est pas vrai. Ça ne capte plus rien. Hein. L'Amazonie, ou les forêts qu'on a un petit peu partout, c'est un énorme stock de carbone. Il est là, il y est. Si on le brûle, on va libérer du carbone. Par contre, il ne stocke pas, ou très peu, finalement. Parce qu'un arbre, quand il arrive à maturité, de sa belle vie, il va rentrer dans sa belle mort, il va tomber, il va se dégrader, des micro-organismes vont le décomposer, relâcher du CO2. Et finalement, une forêt mature, c'est un système à l'équilibre qui va dégager autant que ce qu'il va absorber. Donc c'est un stock, oui, mais il ne capte plus tant que ça. Alors le problème de ces dernières années, de ces dernières décennies, c'est qu'on a énormément déstocké, essentiellement au niveau de ce qui était souterrain. Là, c'est un petit graphe qui montre un petit peu les différentes sources. Donc on a la déforestation, d'un point de vue majeur. On a eu le charbon qui est arrivé très tôt, et puis ensuite le gaz, le pétrole. Et puis il y a un dernier petit en haut, là, qui est tout petit, mais qui n'est pas si négligeable, c'est le ciment, on en reparlera. Donc on arrive en gros à 80% qui sont liés à tout ce qu'on a extrait du souterrain, 15% qui est lié à la déforestation, et 5% qui est lié au ciment. La fabrication du ciment, il faut se dire que le ciment, pour fabriquer du ciment, on prend du calcaire. Le calcaire, c'est du CaCO3, et donc il y a un carbone dans ce CaCO3, et ça, on va le casser, et on va garder le CaO qui va nous servir à faire le ciment, et on va balancer un CO2 dans l'air. Donc par le concept même, la production de ciment est un gros dépenseur de CO2, et ça part et ça ne reviendra jamais. Vous voyez, l'enjeu, en fait, c'est que là, on est en train de prendre du carbone et de l'envoyer là-haut, et maintenant, il va falloir trouver le système pour que ça redescende. Alors donc, du coup, il y a eu la déforestation, j'en ai un peu parlé, il y a l'urbanisation, il y a le changement d'usage des terres. Et qu'est-ce qu'on a comme moyen de restocker, d'aller dans le SOTS? Alors, on a la chance que l'océan, tout seul, sans qu'on ait besoin de faire grand-chose, finalement, lui, il absorbe beaucoup. Alors, c'est une chance, mais à la fois, on voit qu'on déstabilise beaucoup et on est sur une phase d'acidification des océans. Et donc, ça va poser un certain nombre de problèmes. Le bois, on a vu qu'en lui-même, il ne stocke pas énormément. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on prenne du bois et qu'on le sorte de la forêt, mais qu'on ne le laisse pas se décomposer. Et là, si on fait ça, du coup, on laisse de la place où des nouveaux arbres vont pouvoir pousser. Et là, on crée du stockage. Et ce bois, si on arrive à le stocker durablement, on va pouvoir avoir du bois sous forme de carbone solide, donc stocké, plus dans l'atmosphère. On va libérer de la place en forêt pour avoir du nouveau stockage et on va stocker du carbone durablement.
Le durablement, il commence à quelques mois pour des produits d'emballage, quelques années pour de l'ameublement ou quelques dizaines ou centaines d'années quand on va faire du bâtiment. Mais quels que soient les usages, là, on est sur du stockage du carbone qui permet de réduire un petit peu ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, il y a des grands enjeux, notamment sur le bâtiment, parce que c'est évidemment là qu'il y a les plus gros volumes, à changer un petit peu nos pratiques. Si par exemple cet immeuble qui a été construit il y a plus de 10 ans à Londres avait été fait en béton, il aurait dégagé 120 tonnes de carbone. Le fait de l'avoir fait en bois, certes, ça a consommé un petit peu de carbone, mais en échange, ça en a stocké énormément. Voilà, donc utiliser le bois, c'est stocker du carbone, ça réduit le CO2 atmosphérique, c'était le premier point. C'est aussi éviter d'utiliser d'autres matériaux. Finalement, si on n'utilise pas du bois, on va utiliser quoi? Des métaux. Donc les métaux, c'est ça, hein, en gros. Les métaux, ça c'est une mine de fer en Amazonie brésilienne. Ça, c'est une mine de bauxite pour faire de l'aluminium. Ici, on est sur du calcaire pour faire du ciment. Donc il y a un impact systématiquement très fort et irréversible sur les milieux. Et puis la dernière notion que je voulais évoquer, c'est l'idée de donner de la valeur à la forêt. Aujourd'hui, on le voit bien avec ce qui s'est passé au Brésil cet été. Si la forêt avait un petit peu plus de valeur, les Brésiliens, ils n'auraient aucun intérêt à la brûler comme ça pour mettre du soja à la place. Si aujourd'hui on donnait de la valeur aux matériaux bois et à ses usages, finalement il y aurait toute une relation à avoir, une économie à monter autour de la filière bois et de la forêt, qui fait qu'on redonnerait de la valeur à la forêt. Et donc ça limiterait de nouvelles émissions. Et donc il y a des gros enjeux aussi là-dessus. Je vais aller vite juste pour vous parler. En France, on n'a pas de problème de stock de forêt. Je suis un petit peu à la bourre sur mon timing, donc je fais un peu vite. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'exploite pas toute la croissance annuelle de la forêt française. Et c'est pareil à l'échelle européenne. On est à peu près sur les 2/3. Il y a 1/3 de croissance qui est non exploitée chaque année. La forêt, elle a plein d'autres fonctions. Donc préserver la forêt, ce n'est pas que pour le matériau ou le carbone. Elle joue un rôle de régulateur hydraulique, elle a des fonctions de biodiversité, etc. Et il y a quand même des choses qui bougent. Il y a des nouvelles politiques sur les usages du bois, il y a des nouvelles réglementations. Et il y a surtout des nouvelles technologies. De plus en plus, on arrive à un usage massif un petit peu partout dans le monde. J'ai pris cet exemple parce qu'il est chez nous en France. C'est à Strasbourg, c'était en juin dernier. On inaugurait la plus haute construction 100% bois. Donc là, on est sur de 8 à 11 étages. Le prochain gros projet qui va sortir de terre et que tout le monde attend, c'est à Bordeaux, la tour Hyperion. On est sur du 18 étages. Et puis là, c'est encore un peu futuriste, mais les Japonais sont en train de travailler sur un projet de 350 mètres à 70 étages, tout bois. Ça, c'est des choses aujourd'hui, finalement, on sait faire, on peut le faire. À nous de choisir ce qu'on veut comme matériaux. Dans la palette des matériaux qui sont disponibles, certains sont peut-être plus vertueux que d'autres. Je vous remercie. Merci Bruno. Quand vous dites des tours de 11-12 étages tout bois, c'est vraiment tout bois. Il n'y a pas... Alors celle de Strasbourg, elle est tout bois. Hyperion, il y a des avantages à mettre quelque chose de massif au centre, pas pour des raisons mécaniques, mais souvent pour des raisons thermiques. C'est-à-dire que la pierre, par exemple, a une inertie beaucoup plus forte et d'avoir une âme à forte inertie au centre, c'est une propriété intéressante. Donc c'est de la pierre ou c'est du béton là, alors sur cette Hyperion, je pense que malheureusement, ça sera plutôt du béton. Plutôt du béton. D'accord. Voilà. Allez, quelques questions dans la salle si vous le souhaitez. Je vois une main qui se lève. On va vous apporter un micro. Non, t'es jamais du bon côté, Émilie. On vous écoute. Alors, je suis très ambivalente. C'est-à-dire, pour moi, chaque arbre, il est un compagnon. Il est unique. Il a les mêmes droits d'exister que moi. C'est comme une personne. Alors, toutes les propriétés qu'il a, elles sont magnifiques et je les connais comme leur beauté. Mais je pourrais parler de la même façon de l'humain, c'est-à-dire mon squelette, etc., etc. On pourrait le mettre dans une gestion. Hein? Donc, est-ce que notre futur, ça va être des forêts industrielles, de l'abattage massif avec des humains qui ont des désirs et des besoins infinis
Oh, C'est-à-dire, on va répondre. ils ne vivent pas dans une cabane pour toute leur vie. Vous comprenez? Merci. Allez, merci pour votre question. Oui, alors je ne le dirai pas avec les mêmes mots, mais je suis d'accord sur un truc de fond. C'est que le bois, je pense qu'il va résoudre un certain nombre de problèmes. Mais le premier truc qu'il faut faire, c'est réduire la consommation. Ça, c'est certain. Par contre, je pense qu'on aura toujours besoin de se loger. Et entre construire en béton, ou d'utiliser des objets, et construire en polymère ou construire en métal, je pense que le bois apporte vraiment quelque chose que n'apportent pas les autres matériaux, qui est vraiment générateur d'espoir par rapport aux soucis qu'on a actuellement sur la planète. Sur votre relation à l'arbre, c'est un débat extrêmement compliqué qu'on peut dire d'une salade ou d'un chou-fleur. Quelle est la relation qu'on a avec ces objets? Est-ce qu'on accepte d'être nourri du végétal, de construire avec du végétal? Voilà, c'est un débat, je préfère pas me prononcer maintenant. Il y a une question ici. Émilie, non. Alors, décidément, je vais le prendre, ce micro. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à la brique. C'est pas moi. Par rapport à la brique, justement, l'usage de la terre, en fait, aussi, qui est un matériau naturel. Alors, du coup, j'ai pas entendu la question. Alors, elle pose la question des usages d'autres matériaux, comme la brique. Donc, la brique, notamment, aujourd'hui, il y a un gros avenir sur la construction en terre crue, notamment, qui, à mon avis, manque cruellement d'un effort de recherche parce qu'il y aurait des tas de choses à développer là-dessus. Donc c'est génial en termes de proposer un autre mode constructif vis-à-vis du béton, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus de carbone, on va utiliser une matière locale, par contre on ne stocke pas de carbone. C'est-à-dire c'est mieux que le béton, c'est pas aussi bien que le bois. Allez, on a le temps pour une dernière question dans la salle. Y en a-t-il une? Hop, comme ça vous gardez le vôtre. Allez-y, bien dedans, oui. C'est bon. Non, en fait, il ne marche pas. Il va s'allumer ou pas. Bonsoir, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment on construit des immeubles de 18 étages en bois? Alors, la question est comment on construit des immeubles de 18 étages en bois? Il y avait un complément à la question, c'était rapidement. Rapidement. C'est ça le problème. Non, aujourd'hui, il y a eu une avancée majeure qui a permis ces constructions. C'est ce qu'on appelle le CLT, Cross Laminated Timber. L'idée, en gros, c'est un assemblage de planches qui permet de faire des murs et des plafonds ou des sols d'une seule pièce avec une structure qui est extrêmement résistante. C'est une sorte de contreplaqué, mais dont chaque plaque est centimétrique. Et ça, notamment, ça a permis de faire des grosses avancées parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en préfabriqué. On arrive sur les chantiers, je ne sais pas si vous avez repéré l'image là, il y a des pans de murs entiers qui sont déjà fabriqués, qu'on a juste à déposer. Ça a été vraiment une avancée importante d'un point de vue structure qui permet de monter si haut aujourd'hui. Merci Bruno Clerc, vous pouvez l'applaudir.